Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour un nouveau voyage à la découverte d'un artiste du XVIIIe siècle. C'est parti. Chers jeunes intrépides élèves, amateurs d'art éclairés ou simples curieux, permettez-moi de vous inviter à embarquer pour un fascinant périple à travers le temps, guidé par notre cher capitaine Joseph Vernet. Imaginez-le debout à la proue d'un navire, équipé non pas d'instruments de navigation, mais de pinceaux et de couleurs. Il ne partira pas à la conquête de territoires inconnus, oh non. Notre visionnaire s'est donné pour mission de représenter l'essence même des ports de France. Ou plutôt, on lui a donné cette mission. Qui ? On verra plus tard. Chaque toile sera une escale, une immersion dans le quotidien animé des dockers affairés, des vigoureux marins et des splendides vaisseaux voguant sur les flots tumultueux. Vous fermerez les yeux et entendrez le chant des goélands, le claquement des cordages et le murmure des vagues contre les coques rugueuses. Notre maestro de la marine était un virtuose de la capture de la lumière, un alchimiste des nuances. Son secret ? Une palette riche et harmonieuse combinée à une technique innovante. Regardez attentivement ces chefs-d'œuvre. Ils sont comme des polaroïdes de l'univers maritime. Ils respirent la vérité et la spontanéité, provoquant à nous un frisson d'excitation et une irrésistible envie de prendre le large. Joseph Vernet ne se contentait pas de reproduire la réalité, il souhaitait témoigner de son époque, raconter une histoire. Derrière la magnificence des scènes portuaires, il y a une analyse perspicace de la société française au siècle des Lumières. De fil en aiguille, on décèle les rouages complexes de l'activité économique, les moyens de communication et les courants intellectuels de l'époque. En somme, mes audacieux navigateurs, Joseph Vernet est un cartographe de l'imagination, dressant métaphoriquement des cartes géographiques colorées et vibrantes de la vie portuaire. Alors, parés à larguer des amarres vers des contrées insoupçonnées, embarquons pour un voyage aux confins de l'esprit humain, là où réside toute la puissance de la créativité. Figurez-vous qu'en l'année 1714, naquit un individu singulier, un certain Joseph Vernet. Celui-ci, fort doué dans l'art de manier le pinceau, s'est principalement illustré par sa capacité hors pair à figer sur la toile les paysages marins, disséminés aux quatre coins de l'Hexagone. Avant l'avènement des appareils photo numériques, M. Vernet arpenta les berges de l'Hexagone en quête perpétuelle de sites pittoresques dignes d'immortalisation. Armé de son fidèle pinceau, il traça les ports et les scènes de la vie marine avec une minutie quasi obsessionnelle. Ces travaux constituent aujourd'hui des archives historiques de premier ordre, nous conviant à redécouvrir l'ancienne France sous un angle inédit. Et qui donc se dissimule derrière cet alias Joseph Vernet ? Comment ce génie précurseur des Instagrammeurs modernes a-t-il accompli sa magistrale collecte de clichés marins ? Tendez l'oreille, chers spectateurs, et regardez bien tandis que nous levons le voile sur cette énigmatique existence. Craquerez-vous jamais le code source de la représentation réaliste ? Je dois avouer que l'affaire relève du casse-tête chinois. Or, les artistes de jadis, tels les termites infatigables, édifièrent patiemment leur savoir-faire, transmission after transmission. Prenez garde au choix du motif assurément capital. Mr. Vernet affectionnait tantôt la houle agitée, tantôt les bassins tranquilles. Ainsi, il nous restitue une image vivante de la marine d'autrefois. Ne sous-estimez pas non plus l'importance des teintes. Maître Vernet manipulait adroitement les pigments pour instaurer ambiance et atmosphère variées. Mer apaisée ou coléreuse, havre paisible ou menaçant. Autre paramètre crucial, l'éclairage. Reproduire la lumière sous maints aspects. Telle était la recette du bonhomme
pour doter ses compositions d'un soupçon de volume, suggérant une profondeur saisissante. Enfin, impossible d'oublier les innombrables petits riens qui font toute la différence. Vernet, en accumulant les petits détails, nous invite sans ambiguïté à rejoindre la foule grouillante des quais, bruyamment affairés autour des bateaux de transport fièrement alignés. Exploration après exploration, le corpus de Joseph Vernet constitue une mine inépuisable de détails sur la routine séculaire. Contemplez donc ces tableaux comme autant de pages arrachées à un album photo vintage transcendé par l'œil affûté de l'artiste. Chacune de ces œuvres incarne une lucarne sur le passé, exhibant costumes, bâtisses et panoramas disparus depuis belle lurette. Allons, installons-nous confortablement et laissons-nous emporter par cet univers fascinant de Joseph Vernet, le maître incontesté de la peinture de marine au XVIIIe siècle. Suivez-moi, nous remontons le temps et traversons les Alpes jusqu'en Italie. Ah, l'Italie, terre promise des arts et des lettrés, où notre cher Vernet trouve son inspiration. Imaginez un jeune artiste fraîchement arrivé dans une ville pleine de promesses, ne trouvant rien de mieux à faire que de rendre visite à ses illustres aînés. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Vernet à Rome. Pourquoi Rome ? Le voyage à Rome revêt une grande importance pour ces artistes du XVIIIe siècle. En France, il existe bien une institution qui était l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648, mais Vernet ne l'intègre qu'à son retour d'Italie. Cette expérience à l'étranger est donc un choix judicieux pour parfaire l'éducation artistique de la plupart des peintres français un tant soit peu ambitieux. Rome, avec son riche héritage antique, ses joyaux de la Renaissance et son bouillonnement culturel, séduit ses artistes en quête de savoir et d'inspiration. L'environnement romain leur procure un cadre idéal pour apprendre, se développer et s'exprimer pleinement sur le plan créatif. Effectivement, ce voyage à Rome offre une forme d'auto-apprentissage aux artistes. Vernet arpente les galeries et les musées, scrute les chefs-d'œuvre des maîtres d'antan, emprunte leurs astuces et s'imbibe de leur style. Ce processus d'observation directe et d'analyse critique constitue les fondations robustes sur lesquelles les artistes comme Vernet construisent leur propre langage plastique. De surcroît, la communauté artistique cosmopolite implantée à Rome encourage les échanges et les collaborations entre artistes. Ces derniers se réunissent dans des cafés, des ateliers ou des académies locales pour échanger des points de vue, dispenser leur savoir et participer à des conversations enrichissantes. Ces interactions boostent la créativité et contribuent au renforcement d'un réseau professionnel solide. En somme, ce périple à Rome s'avère être une école non conventionnelle pour Vernet. Il va y trouver un tremplin vers l'excellence, un espace de liberté et d'expression, ainsi qu'une occasion unique de tisser des liens durables avec d'autres créateurs. À Rome, Vernet va observer les chefs-d'œuvre de deux monstres sacrés, Claude Lorrain et Nicolas Poussin. Claude Lorrain, le magicien de la lumière, imprègne ses paysages d'une douce clarté. Comme si le temps s'arrêtait, inspiré par ce prodige, Vernet insuffle la même poésie dans ses propres représentations marines. Quant à Nicolas Poussin, il excelle dans l'art de composer des tableaux sophistiqués, où chaque élément a sa place et participe à l'harmonie globale. Notre jeune artiste en herbe apprend vite et structure ses œuvres en véritables scènes de théâtre. De cette double influence émerge alors un style assez unique, mêlant émotion,
réalisme et sophistication. Saviez-vous que ce qui distingue vraiment Vernet, c'est sa science de la lumière? Capable de traduire la violence d'un orage ou la tendresse d'un crépuscule, il transforme chaque toile en une symphonie de couleurs chatoyantes. Observez ces couchers de soleil. Ils brillent littéralement d'une intensité rare, et ce n'est pas pour rien qu'on compare souvent ces marines à des joyaux. Mais attention, chez Vernet, la lumière ne fonctionne jamais seule. Elle sert toujours une composition rigoureusement pensée, où chaque élément trouve sa juste place. Regardez ces fameux horizons placés très bas pour accentuer la majesté du ciel, et ces bateaux, figures centrales, qui semblent surgir de la toile pour mieux nous happer. Sujet de prédilection de notre artiste, les ports, les tempêtes et les scènes de pêche regorgent de vie et d'action. Vernet a ce don extraordinaire pour immerger le spectateur dans l'ambiance unique de ces mondes aquatiques, oscillant entre force brutale et sérénité absolue. La composition, à travers la règle des tiers, est ici représentée. Vous pouvez voir cette fameuse règle des tiers qui s'impose à nous. Alors, pour en dire deux mots, mais j'imagine que vous connaissez déjà cette règle, eh bien, plutôt que de séparer l'espace de la mer et du ciel en deux parties égales pour dynamiser la toile, eh bien, on va choisir de couper la toile. Quand je dis couper, c'est évidemment symboliquement, la toile en trois parties. Et on va tantôt choisir de mettre 2 tiers de ciel et 1 tiers de mer, ou inversement. On va trouver ce principe à de nombreuses reprises chez Joseph Vernet. Et évidemment, ce principe de règle des tiers va être ensuite réutilisé notamment dans la photographie, puisque cette règle des tiers, on l'emploie maintenant surtout pour parler de photographie. Et vous voyez que cette image permet d'ouvrir l'horizon de façon complètement dynamique. Également, la profondeur s'impose à nous à travers les différents plans. On peut voir un premier plan sur cette image d'où émergent des rochers et puis des bites d'amarrage à gauche en bois. Et puis un arrière-plan qui est donc constitué du soleil. Donc en plus de la règle des tiers, il va détacher les plans pour donner de l'illusion de profondeur, soit à travers l'utilisation d'une perspective avec des lignes de fuite, mais plus souvent avec ce qu'on appelle une perspective atmosphérique sur laquelle nous allons venir maintenant. Alors justement, la perspective atmosphérique, eh bien, c'est cet art de gérer les valeurs dans la profondeur de l'image, ou plutôt dans l'illusion de la profondeur. Vous voyez ici un premier plan dans des teintes, dans des valeurs relativement sombres, un second plan constitué de la mer et de quelques architectures sur la droite avec des valeurs intermédiaires, et puis le ciel, lui, dans des teintes beaucoup plus claires. Et ce faisant, il reproduit ce que notre œil fait naturellement lorsqu'on plonge notre regard dans le lointain, eh bien, par le fait de la présence d'atmosphère, eh bien, d'air, eh bien, en fait, les couleurs se diluent un petit peu et deviennent plus claires. Et donc, c'est cet effet naturel à notre œil qui est reproduit ici par le biais de la peinture. Et puis, Joseph Vernet va ici utiliser un espace, du coup vivant, qui est utilisé pour faire émerger le réel. On voit bien ici les différents plans qui s'animent sous nos yeux. Et donc, vous pouvez retrouver à la fois ici un premier, un second et un troisième plan. Et vous pouvez voir que les valeurs, en fait, plus on s'éloigne dans la profondeur de l'image, plus les valeurs se dissolvent et vont vers des teintes plus claires. Et le premier plan est également plus travaillé. Et c'est tout à fait logique puisque ce qui est près de notre œil le perçoit avec plus d'acuité, avec plus de piqué, comme on pourrait dire en photographie. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des points focaux qui animent l'ensemble comme le bateau entrant au port. Et puis,
les personnages ici du premier plan qui viennent animer l'espace. L'espace est travaillé en frise comme celle du Parthénon, hein, c'est une influence du néoclassicisme chez Joseph Vernet. Et donc vous avez une multitude de détails qui vont animer et créer des centres d'intérêt sur plusieurs niveaux dans la toile. Hein. Des pêcheurs, un débarquement, une barque de pêcheurs, le phare, une ancre, un bateau échoué, une forteresse, un navire, un trois-mâts. Et donc tout ça réuni sur la toile donne un tableau complètement vivant, avec des détails plus ou moins prononcés selon qu'on soit proche ou loin de notre regard, avec un premier plan qui comporte de nombreux détails et puis un arrière-plan avec des détails plus subtils. Et donc vous pouvez voir qu'on est devant un résultat qui combine finalement la maîtrise de la perspective, la délicatesse des tons, et puis les rapports de valeur, les coloris et les lumières, également le choix des détails, et puis l'idée de mouvement à travers les détails. On est là devant un parfait exemple d'exactitude quasi documentaire. Voilà, nous en avons terminé pour cette première partie. Alors, merci d'avoir visionné cette première vidéo. On se retrouve dans la deuxième vidéo pour évoquer la question des ports de France de Joseph Vernet. À bientôt.